Dans les plaines envoûtantes de la Normandie émerge Céline Fauvel, une psychanalyste audacieuse, massothérapeute éclairée. Telle un oracle des profondeurs, elle incarne la puissance gaïenne, l'intensité dionysiaque et la simplicité apollinienne. Dans un monde hyper dissociatif, son esprit intrépide est interpellé par la question du corps, cherchant à réconcilier l'âme occidentale avec ses origines aquatiques oubliées. Son projet thalassocratique, tel une prophétie, offre à notre être tourmenté des eaux apaisantes et revivifiantes, éveillant ainsi une renaissance profonde dans l'océan de l'existence. Céline, tu as la parole. Ah bah après ça va être bien. Du coup, ça va être beaucoup plus léger. Ah mais t'as tout raté là en fait. C'est l'essentiel, il va t'étonner là. Si tu voulais savoir qui j'étais, tu m'as demandé le résumé. Alors, je suis super heureuse de vous présenter quelque chose qui me tenait à cœur. Sans me rendre compte, c'est dans l'après-coup que j'ai réfléchi pourquoi j'avais pris un pavé, la fonction paternelle et l'identification. Donc ça, je vous dirai à la fin pourquoi. Alors donc, identification, la fonction paternelle. Du père mythique de la préhistoire au père réel en passant par le père imaginaire, idéal et symbolique, Freud et ses successeurs ont inlassablement interrogé ce fait de culture fondamentale que représente la fonction paternelle. C'est la rencontre avec ces figures freudiennes qui me servira de fil conducteur pour cette présentation. Je voulais partir sur plusieurs, mais finalement, il y avait tellement de choses déjà à dire sur lui que je vais m'en tenir à notre père à tous, notre père de la psychanalyse. Donc c'est la rencontre avec ces figures, je vous dis, qui me servira de fil. En guise d'introduction, donc on peut rappeler les deux termes qui constituent la fonction paternelle. L'adjectif paternel renvoie au mot père, défini comme un parent masculin. Le terme fonction est issu du latin accomplissement, exécution, s'acquitter d'eux. Et donc ça s'étend à des domaines aussi bien scientifiques, de la science aussi, de la médecine et des mathématiques. Donc elle fait déjà référence à un niveau symbolique qu'il faudra d'ailleurs différencier du rôle, parce que lui, le rôle est une conduite, c'est une modalité d'action consciente pour le coup. Tout le monde peut jouer des rôles. Évoquer donc la fonction paternelle amène d'emblée la mère comme celle qui désigne, qui intronise ainsi le père. La fonction paternelle par rapport à l'enfant en devenir est donc une fonction seconde. Il reconnaît l'enfant parce que la mère l'a reconnu comme père. C'est elle qui lui donne en fait ce nouveau statut. Son rôle est d'abord indirect sur l'enfant et donc passe nécessairement par la mère. Donc ces interrogations contemporaines sur le père, le paternel, la paternité, la paternalité, donc il y a beaucoup de choses, c'est tout un bagage, trouvent donc toutes leurs origines dans l'œuvre de Freud, qui le premier a pu s'interroger sur la dimension psychique, sur la réalité et sur la fonction psychique de ce génitaire, qui est une personne en chair et en os, participant donc de l'édification de l'identité du sujet. Ça, je vais leur dire cette phrase-là parce que je la trouve dit beaucoup de choses. Cette personne en chair et en os qui est le père, donc, va venir participer sur l'édification de l'identité du sujet. Avec Freud, la question du père est posée de façon totalement nouvelle, dans la mesure où sa réalité implique fondamentalement la dimension psychique, ainsi qu'il l'a découvert auprès de ses patients, notamment. C'est dire que le statut psychique du père chez tout sujet dépasse amplement ce que le sujet lui-même peut en dire, ce qu'il en sait consciemment, ce qu'il en a reconstruit, c'est-à-dire qu'elle doit impérativement prendre en considération sa réalité, mais cette réalité-là, elle résulte d'un ensemble d'opérations mentales complexes. Et quand je vous parle d'opérations mentales complexes, tout de suite vous pensez à l'appareil psychique, ce qui nous intéresse. Donc c'est effectué sur et à partir de cette réalité concrète. Et la réalité concrète, elle est définie comme
comme toutes les coordonnées, donc, qui sont plutôt biologiques, juridiques et sociales. Donc, à partir de là, j'ai un peu dissocié. Au début, je ne voulais pas trop en parler, mais il faut quand même faire un rappel sur l'évolution de la famille et la place du père dans toute l'évolution. Et en fait, vous allez voir, c'est incroyablement fantastique tout ce qui s'est passé en reprenant depuis le travail des travaux de Durkheim. Donc, je vous donnerai mes références parce que j'ai pris des textes qui ont été publiés par Marcel Mauss, les textes qu'il a repris de la place du père à partir des travaux de Durkheim. Également les dictionnaires retrouvés dans l'intégralité des revues psychiques, et Alain Rey aussi, c'est un peu tout ce melting pot. Alors, l'évolution de la famille, de la place du père à partir des travaux de Durkheim, donc dans une des conférences qu'il a données en 1892 sur la famille conjugale. Donc là, il parle de l'évolution anthropologique de la famille. Il en arrive à définir un nouveau type de famille, la famille conjugale. C'est un modèle familial mis en place donc à la fin du 19e après un long processus. D'ailleurs, ces travaux ont également été repris par Lacan dans un de ses articles rédigés sur les complexes familiaux dans la formation de l'individu. Et là, Lacan souligne que c'est le déclin social de l'imago paternel. Donc les origines sont vraiment reviennent de loin. Donc, il concerne entre autres la redistribution des rôles parentaux et conjugaux dans la famille. Émile Durkheim rappelle que le fondement de la culture judéo-chrétienne repose sur le père, particulièrement sur le modèle de la famille patriarcale romaine, celle dominée par le pater familias. En son nom, il concentrait tous les pouvoirs au titre de la patria potesta, donc le pouvoir paternel. Alors c'était aussi bien sur sa femme, sur les enfants, mais à l'époque aussi sur les esclaves. Et il suffisait, donc c'était la loi des 12 tables, si vous voulez chercher un petit peu, donc il suffisait de donner juste son nom, son patronyme, et donc la personne, donc vous pouviez exercer dessus un droit de vie ou de mort. Donc après, il faut attendre donc, au 19e avec Charles Fournier, un socialiste utopiste, pour que le patriarcat donc, lui prenne une connotation politique. Donc là, on va rentrer dans le mode politique, et ça devient donc du coup un phénomène de mouvement social. Ensuite, en 1903, là, on employait en sociologie donc le type d'organisation sociale où l'autorité familiale et politique, donc par les hommes chefs de famille. Donc là, je reprends les définitions d'Alain Rey. Donc le patriarcat a une double étymologie du latin patriarches. Alors double étymologie parce qu'effectivement il y a le latin, mais il y a également dérivé du grec patria. Et dans patria, vous avez les clans, la famille, et également arches qui lui était le chef. Donc ça désigne donc les chefs de famille, les clans, la race, et ça s'étend par la suite aux chefs épiscopaux, les figures bibliques, on retrouve également Abraham ou Jacob, ou les personnages d'âge mature respectés et autres pères de nombreuses lignées. Ainsi, la famille patriarcale s'appuie sur une légitimité religieuse et juridique qui octroie au père une place centrale dans la famille et le corps social. Donc elle le légitime dans un statut d'autorité symbolique. C'est pour ça qu'on évolue vers une famille patriarcale donc, qui conférera au père l'autorité de la nomination par la transmission de son propre nom. Alors là c'est intéressant aussi parce qu'il faut attendre 2002 pour préciser qu'en cas de désaccord entre les parents, eh bien l'enfant il ne porte encore que le seul nom du père, et seulement depuis la loi de 2013, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, l'enfant porte le nom des deux parents accolés par ordre alphabétique. À la fin du Moyen-Âge, donc, et à la Renaissance, donc là c'est l'harmonisation entre le droit coutumier, le droit canonique et le droit romain. Et là ça marque le Concile des Trente dans les pays catholiques. C'était juste pour lutter en fait contre les idées protestantes. Donc là on s'en est servi encore pour résulter que le statut du père se trouve conforté en tant que garant de la famille et du royaume. Donc là on se servait de lui pour pouvoir à des fins religieuses. Et c'est la doctrine donc religieuse qui régule la morale conjugale au point que la paternité n'a de légitimité que dans le mariage. Ensuite, au XVIIe siècle, on constitue l'âge d'or de la monarchie paternelle. Le père est devenu l'image de Dieu sur terre. Donc là, il est incontesté, il engendre, il nourrit,
il éduque, il instruit, il transmet l'héritage et contrairement au paters familias, apparaissent désormais des considérations morales, religieuses et affectives concernant le père. Arrive le siècle des Lumières. Là, le caractère absolu et inaliénable du père s'amenuise et on mesure qu'il devient objet d'attention, d'enjeux affectifs. Là, on laisse place progressivement à une dimension imaginaire de celui-ci dans l'imaginaire collectif et dans l'espace social. Parce que ce siècle sert, donc lui, il se veut le combattant de l'obscurantisme et de l'ignorance. Donc par la diffusion du savoir, là on installe le père dans une fonction de principal détenteur et représentant du savoir à transmettre dans la cellule familiale, mais perdant par la même occasion son autorité symbolique, parce que celle-ci avait précédemment la place de maître sans devoir rendre des comptes sur son propre savoir, alors que là il peut désormais être perçu comme quelqu'un de défaillant et du coup désacralisé. À la Révolution française, donc 1790, c'est la création des tribunaux de famille, au nom de l'égalité citoyenne. Et donc en 1793, l'année où l'État jacobin instaure l'abolition de la puissance paternelle, et là il initie par là même l'instauration de l'État à faire ingérence dans l'organisation des familles. Donc là le père de famille n'est plus au-dessus des lois. Il a des devoirs et devra rendre des comptes à la justice. La fin de la monarchie a sonné. C'est l'exécution en même temps de Louis XVI. Je me demande si on ne rejoue pas la scène du meurtre du père de l'histoire collective de ce siècle, finalement. Puis, une petite machine arrière, parce qu'il y a Napoléon qui arrive, et lui réinstitue la puissance paternelle dans le Code civil de 1804, jusqu'en 1970. Où le père est juridiquement considéré comme celui qui a conçu les enfants avec son épouse, par impossibilité de prouver positivement, absolument et avec certitude la paternité. Il n'y avait pas encore de test ADN à cette époque-là. D'ailleurs, mater certissima et pater incertum. Voilà. Au fil des siècles, l'État est de plus en plus à légiférer dans l'univers clos de la famille. Et en 1889, donc là, il y a parution de la loi sur la déchéance de l'autorité paternelle des pères indignes. Et c'est au nom de l'intérêt collectif qui, sous la Troisième République, introduit l'intérêt de l'enfant et non plus la protection de l'enfant. Le père n'est plus honoré comme le garant de la loi, de son autorité symbolique, puisque la législation a introduit dans le Code civil la notion d'autorité parentale, et donc se substituant à la notion de chef de famille, pour ne pas dire l'institution familiale finalement. La loi a cherché à mettre sur un pied d'égalité, un plan d'égalité, la fonction paternelle et la fonction maternelle, pour donner la priorité du coup à la fonction parentale, afin que parents, hommes ou femmes, puissent être traités équitablement au regard de la justice, que la famille soit traditionnelle, homoparentale ou monoparentale. Donc voilà, donc je préférais quand même faire toute cette évolution qui était assez intéressante finalement et vous en faire part. Alors, puisque ce petit rappel est fait, je vais revenir sur mon génie, Freud, parce que pour moi c'est le génie de la psychanalyse. Et lui s'est interrogé au-delà et en deçà de cette réalité biologique, juridique et sociale, mais bien sur la dimension psychique. Car identifier le père et le réduire à sa fonction et uniquement à elle, on risque d'oublier que pour l'enfant, le père est un objet, et un objet pulsionnellement investi. Le fait que la relation corporelle et le lien avec les traces mnésiques des premières expériences de satisfaction ne tiennent pas la même place qu'avec la mère, n'empêche pas le père d'avoir un corps, un sexe et une sensualité propre. C'est dire également que le père, en tant qu'individu singulier, est d'abord et avant tout un noble semblable et différent de la mère, qu'il est une source comme elle, de représentation organisatrice des désirs et des identifications pour le garçon comme pour la fille. Et qu'à ce titre, il y a une importance pour l'enfant, donc au-delà et en deçà de cette fonction paternelle. L'homme a une position importante dans sa position virile, donc masculine, de l'identification. Pour se construire, il faut se frotter à son père en tant que fils, afin de bien s'installer dans son sexe. Et ça prend du temps.
Donc, car on emprunte des éléments venant du père et de la mère, toutes ces choses, leurs choses en fait, ils nous viennent des deux, afin de se constituer dans notre singularité. En d'autres termes, on est confronté à sa bisexualité psychique, étant issu de l'un et de l'autre. D'abord, ce père est idéalisé. Ces figures d'idéalisation sont pensées par l'enfant comme des êtres tout-puissants, qui savent tout, qui lui permettent au fil du temps de se construire à lui une intériorité, c'est-à-dire une maturité psychique dont les pensées ne seront plus accessibles à l'autre. Avez-vous une idée de savoir à peu près quand est-ce qu'un enfant, on peut se dire que finalement il a réussi à avoir ses pensées rien qu'à lui? Eh bien, c'est à partir de son premier mensonge. Parce que quand un enfant a fait un mensonge, c'est que là, il a effectivement mis une distance entre sa propre maturité psychique et celle de l'autre. Et parfois aussi, bon, je m'égare un peu, mais faire attention de ne pas laisser cette idée qu'on a tout le savoir par rapport à un enfant, qu'on sait tout et que lui n'a pas de place. Il faut laisser ça aussi pour lui, pour pas qu'il se construise quelque chose en fait, qui ne lui appartienne pas. Alors dans ses rêves, Freud a beaucoup rencontré son père, et notamment après sa mort en octobre 1896. Le bouleversement intérieur qui s'inscrit déclenche une importante activité de fantasmatisation par le biais des rêves. Et donc là, il y a tout le travail qui a été fait autour effectivement des peurs, des oublis, les lapsus, les souvenirs écrans, les actes manqués. Donc tout son travail qui en a fait une auto-analyse et il l'a retranscrit dans l'interprétation des rêves. Donc c'est à partir c'est à partir du complexe d'Oedipe, l'hostilité à l'égard du père, qu'il découvre ce qui préside aux motions fantasmatiques inconscientes et qu'il articulera plus tard les théories sexuelles enfantines. En effet, l'affirmation de l'universalité du complexe d'Oedipe lui permet d'asseoir la question du père comme organisateur fondamental de la vie psychique. Sa fonction essentielle est celle d'être à l'origine du sujet, à ses objets, dont la primauté revient à la mère, mais le père est le second et indispensable organisateur de cette relation. Car c'est bien le lien du père en tant que tiers qui engendre le complexe d'Oedipe. Je crois que c'est là qu'on peut parler du fader complexe. Le complexe dont l'entrée et le déclin permettent la castration symbolique et instaure la double différence des sexes, comme des générations d'ailleurs, confirmant celui-ci comme l'organisateur psychique par excellence, et dont les principales étapes sont celles du père séducteur, du père castrateur et du père civilisateur. Ainsi, il ne suffit pas d'être géniteur pour être père, encore faut-il s'éprouver en tant que tel. Autant être mère de par la réalité du corps qui se transforme et marque ainsi sa certitude, grâce à cette transformation physique, le père, quant à lui, est beaucoup plus fragilisé, puisqu'il ne dispose pas de ces éléments de certitude qui l'assurent et qui l'installent dans cette position de père. On peut être mère toute seule, mais à ce que je sache, pas encore père tout seul. Et donc celui-ci est désigné comme tel et n'est donc pas un éprouvé. Ce n'est pas non plus un achèvement que de devenir père. C'est un manifeste, mais pas une priorité. Car dans le devenir pulsionnel du sujet depuis la petite enfance, la problématique ne se pose pas de la même façon. Ce qui est emprunté du père, c'est de la jouissance, la force, le pouvoir, la virilité. C'est ce qui l'intéresse. L'enfant sera plus un alter ego et il sera plus dans le jeu, ce qui le met dans la complétude de son devenir d'homme. Ce n'est pas d'emblée d'être père à son tour. Donc, je ne peux pas parler de toute la partie féminine, parce que sinon, il y avait, je peux expliquer la partie féminine, qui n'est pas pareil, parce qu'il y a le génétique, le biologique, pardon. Et donc, il n'est pas marqué par l'éprouvé du temps, il n'y a pas d'urgence. Et donc, il n'a pas la même conviction non plus. Pour lui, il peut enfanter comme il veut. Par conséquent, donc, son père l'installe dans sa vie d'homme. Parfois, par contre, ça peut être une problématique parce qu'il est persuadé aussi qu'il peut enfanter comme il veut. Attention pour les hommes, justement, qui parfois ont des soucis de stérilité. Et là, ça s'effondre parce qu'il n'avait pas du tout anticipé dans son process quelque chose de cet ordre-là. Donc, le travail psychique du futur père après tous les mouvements identificatoires qui le constituent donc, au démarrage de l'Oedipe et qui se représentent à l'adolescence,
pour installer le sujet dans une position sexuelle qui lui sera propre, singulière, combinée pendant cette période à une voix sublimatoire répondant à ses pulsions. Et dès que cet équilibre est mis en place, alors là, il va s'y installer. Donc, à l'annonce de la paternité, tout cet équilibre est remis en question. Et les mouvements psychiques sont remis en devant de la scène, bouleversants et déstabilisants. Cela convoque tout de suite chez lui sa relation à son propre père. L'image de lui en tant que fils, en tant qu'enfant, et plus particulièrement la relation du père au fils. Car si son psychique est souple et perméable, il percevra alors toutes les émotions hostiles, haineuses, qui ont été donc les siennes à l'égard de son père. Donc ça fait beaucoup de choses quand même, hein, tout ça qui remonte à la surface. L'activité, le remaniement psychique qui s'élabore peuvent faire peur, les associations, les fantasmes. Et donc il y a eu un travail sur Michel Soulet, mais ça c'est pareil, donc là, du coup je vais l'abréger, et lui a parlé qu'il fallait effectivement l'intervention volontaire des fantasmes, avec les parents qui veulent savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille, donc on veut déjà tout savoir à l'avance. Du coup on fait l'économie de tout ce travail, ce qui est un petit peu dommage. Donc parce que ces élaborations ne s'arrêtent pas juste à la naissance de l'enfant non plus. Ils doivent tenir aussi cette position psychique de père, laquelle s'incarne dans sa fonction, à savoir qu'elle sera sollicitée pour lui aussi à chaque étape de son enfant. Tout est revécu à chaque fois. Donc, comment vais-je m'y prendre? C'est un peu les questions qui peuvent se poser. C'est donc une reconvocation psychique de son image, de cette relation ancienne qui se représente à lui. Mais comme c'est un homme et qu'il est fort, donc, tu vois, donc il est invité malgré lui non seulement à relever psychiquement donc, et à les réintégrer pour que le travail de paternalisation donc, là, puisse s'enclencher. Parce que être père n'est pas difficile, mais le devenir manifestement l'est beaucoup plus. Donc ça c'est pas ma citation, mais celle de William Bush, un humoriste que Freud aimé particulièrement. Donc c'est une position qui est toujours en équilibre instable, car ce processus consiste en l'élaboration psychique, donc l'intégration, qui dépasse les enjeux qui ont pu avoir lieu avec son propre père. Donc devenir père, c'est remettre sur le métier la relation qu'on a eue avec son propre père, les souvenirs, les représentations, mais ça réactive aussi les crises du fait de cette paternité qui avance. C'est bien la réactualisation de la reviviscence dans l'actuel qui surgissent. Or, ils se sont constitués dans le passé. Freud reprend ce que Goethe a résumé sous cette citation: « Ce que tu as hérité de tes ancêtres, de tes pères, acquiers-le pour le posséder. » C'est donc bien toutes les expériences vivantes qui ont façonné le sujet, qui se voient convoquées lors de sa paternité, mais pas seulement, car il sera réactivé du même temps le développement de son enfance. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Et c'est la réalité de l'épreuve que traverse l'enfant qui génère chez le père une relation de problématiques semblables traversée avec son propre père. Par exemple, à l'adolescence, donc les désaccords qui vont remettre aussi en chantier ses propres désaccords avec son père. L'enfant est un provocateur de l'activité psychique. Et c'est la réalité de cette relation qui est nécessaire pour qu'il acquiert à son tour la position sûre, solide, psychiquement. Il faut se frotter à son père. Heureusement, il y a 9 mois pour ça aussi, pour lui. Donc, et pour se préparer à devenir père, c'est-à-dire s'approprier imaginairement et symboliquement le statut et l'état de père. Tout ce travail psychique fait de nombreux remaniements dans sa dimension régrédiente, c'est-à-dire en regard de l'enfant, de l'ado et du fils qu'il a été, mais aussi dans sa dimension progrédiente, en tant que mari et amant qu'il est, et père qu'il va être. En veut-on pour exemple les rites de la couvade? Alors c'est pareil, j'en avais 2 pages, mais je vais peut-être arrêter parce que les rites de la couvade c'est super intéressant, mais je pense qu'effectivement, parce qu'il y en avait aussi des drôles, il y en a partout, dans tous les pays, même donc chez nous et même en Normandie, avec la fourchine, parce que comme je suis normande évidemment, je reprends donc, avec beaucoup de symbolique. Et là, ça redonne en fait, donc c'est dire aussi donc, tous les effets que ceci engendre sur l'organisation des processus intra- et interpsychiques eux-mêmes.
Et là, sinon, c'est le travail de Reich, si vous voulez aussi aller voir toute cette dimension de compassion. En fait, c'est sa façon à lui de partager la souffrance de la femme et d'avoir sa place symbolique. Donc, toute l'œuvre de Freud s'inscrit sur l'interrogation que suscite la relation au père, aussi bien au père de l'histoire personnelle, le complexe d'Oedipe, la petite histoire, qui lie le sujet à son propre père, donc. Là, c'est pareil, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire avec le chapeau quand il se promenait avec son père qu'il a fait tomber. Hein, je vous laisserai les lire parce que c'est vraiment intéressant, ça donne là toute la désacralisation. Et bon voilà, donc le père, la petite histoire, mais jusqu'au père de l'histoire collective avec la grande histoire, donc celle dans laquelle le sujet est culturellement inscrit. Donc sur ces deux plans, individuels et collectifs, ils ont en commun la mort du père, donc les questions articulées à celle du meurtre du père originaire, on le trouvera dans Totem et Tabou, c'est pareil, je voulais parler de plein de choses autour de ça, et qui renvoie de ce fait à la double inscription psychique, donc phylogénétique et ontogénétique du coup. Le phylogénétique, donc ça va être le processus évolutif de l'humanité depuis ses origines, et l'ontogénétique, donc là on va avoir le processus du développement et les acquisitions par rapport propre à l'individu. Et aussi en lien avec la religion en tant que religion du Père, c'est-à-dire à Dieu. Donc, parce qu'à chaque fois, il y a tous les livres de Freud, à chaque fois il a travaillé là-dessus. Donc là, ça va être Moïse et la religion monothéiste. Donc voilà, notre homme, donc, au cours de ses travaux. Donc là, oui, moi je voulais repartir aussi sur les travaux de Lévi-Strauss, parce que lui aussi a pu nous donner toutes les diversités dans les formes sociales et familiales. La prohibition de l'inceste en constitue la donnée basale fondamentale. Donc là, je vais résumer juste, l'université du complexe d'Oedipe fonde ce qui est spécifique de l'espèce humaine. Donc là, c'est pareil, je dois parler rapidement, donc j'aurais voulu parler sur le meurtre du père. J'ai le temps, pas vraiment. Alors, le meurtre du père, donc là, vous allez revenir sur la horde primitive avec les pères, avec les fils, qui sont devenus frères et solidaires entre eux. Donc il y avait tous ces tables, c'est pareil, donc je vais reprendre sur la naissance du groupe, en fait, avec la cohésion avec tous ses frères. Et autour de l'humanité, du coup, Dieu, Goethe avait parlé de au commencement était l'acte, parce que c'était un acte symbolique de tuer le père, et c'est vrai, ils sont tous réunis, il y a eu toute la culpabilité aussi autour de ce repas totémique. Donc, en fait, bref, ça permet de s'identifier aussi à ses aïeuls, la toute-puissance aussi qu'on acquiert. Donc ça a une valeur psychique. J'ai quand même, oui, la toute-puissance. Le père acquiert une valeur psychique, les fils, par leur initiative, inventent le père de l'identification qu'ils peuvent absorber en repas totémique et qui marque l'entrée dans la culture. D'autre part, l'ambivalence se joue également. Il y a la culpabilité d'avoir tué le père, et les amener à renoncer à l'objet du désir, sur lequel il s'était aligné, en fait, il s'était ligué, comme mythifiant et idéalisant le père, vécu comme fondateur du groupe et donc porteur de la loi symbolique. La prohibition de l'inceste permet le passage de la nature à la culture. Alors je vais m'arrêter sur une petite conclusion de ligne, c'est ça. Donc en fait, en gros, j'aurais voulu prendre aussi toute la partie après, parce que Lacan est parti, c'est surtout les travaux de Freud, avec le la conclusion, donc en fait, la fonction maternelle est révélée par les sens, tandis que la fonction paternelle est un processus civilisateur. Voilà, c'était un peu... Donc j'avais plein de choses à dire, je voulais revenir par rapport à ça aussi, c'est ce qu'aurait pu donner après dans ces transmissions aussi, ce qu'on peut vivre dans les banlieues avec les immigrés, toutes ces transmissions faites, pas faites, tout ce que ça réactive. Bon, je ne vais pas... J'avais tout ça, puis effectivement, en fait, oui, Freud, c'était vraiment c'est fondateur de tout. Dans tous les livres, il a essayé, mais même tout à l'heure, quand tu parlais aussi de deuil et mélancolie, finalement, on retrouve à chaque fois, et c'était peut-être important de reposer ce postulat, finalement, quand bien même Lacan, qui est reparti, lui, a travaillé sur tout un triangle, donc par rapport au fondement c'est effectivement le langage, hein, pour lui, ça a été introduire l'essentiel de l'embrayeur de la dialectique oedipienne. Je voulais aussi peut-être me poser la question, puisque Lacan parlait ça passe par le langage, mais en même temps, est-ce que
Le père, il apprend par le dialecte, c'est la femme qui lui dit « tu vas devenir père », c'est bien la langue. Est-ce que c'est du coup, je ne sais pas si ça a un lien avec le fait que lui, il est devenu civilisateur et ça lui sert de, je sais pas, justement de ça. Parce que comme il ne le vit pas dans sa chair, qu'il l'apprend par la parole, bah, du coup, est-ce que c'est la parole qui fait que ça devient un civilisateur? Vous comprenez ce que je veux dire ou c'est pas parce que c'est une question que je me pose et voilà. Oui, avec l'ouverture sur le langage. Après, je me posais aussi comme autre question, c'est tous ces frères qui ont fait la horde primitive, mais donc par rapport au complexe de Caïn finalement. Parce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut jouer aussi de cet ordre-là? Et là, pour le coup, Freud, il n'en a pas beaucoup parlé. Alors, est-ce que c'est la mort de son frère? Justement, c'est ce que tu évoquais aussi tout à l'heure. Est-ce que du coup, le traumatisme a été tel pour lui, il a sa culpabilité que finalement, il n'a pas trop abordé Non, pas tant. Et donc, justement, le complexe Caïn, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et moi, je me pose la question, avec dans les banlieues, tout ce qui est cassé, pillé, ces frères-là, parce que il n'y a pas de c'est pas de la jalousie finalement, il y a une espèce de cohésion, je ne sais pas, parce que ça a à dire plus avec des frères. Ou quand on dit aux enfants, attention à ton frère, tu ne peux pas parler comme ça, c'est pas bien ce que tu fais, bah, du coup on déplace le mécanisme et puis on se fait, je ne sais pas, hein, il y a peut-être un travail à aller voir de ce côté-là. Et parce que Romulus et Rémus, c'est aussi il y a un frère qu'on a tué là-dedans aussi. Donc, finalement, voilà, donc finalement je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue là aussi? Voilà. Et puis donc oui, pourquoi après je me suis dit, mais pourquoi tu as choisi un sujet aussi important? Finalement, de voir des choses plus... quand Stanislas m'a parlé si je voulais intervenir au mois de juillet, j'apprenais à ce moment-là que ma fille voulait se marier. Alors je ne sais pas si c'était lié finalement. Dans l'après-coup de mon travail, je me suis demandé si effectivement le fait que ma fille, là, voilà... je ne sais pas, la fonction du père est venue à ce moment-là et je me dis peut-être que ça a un lien finalement personnel dans notre travail que l'on fait inconsciemment. Je ne sais pas, finalement, le Seigneur n'était pas venu de celui-là. Voilà. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions?